Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La COP 15 a démarré en Côte d'Ivoire, la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse a ouvert ses portes ce lundi 9 mai par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara, entouré de ses pairs, appelle à agir vite pour donner vie à nos terres desséchées. L'autre temps fort de cette première journée de la COP 15 à Abidjan, c'est le caucus sur le genre et l'égalité des sexes, présidé par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara a fait des propositions pour améliorer les conditions des femmes qui produisent 75% du vivrier en milieu rural. Aminata Toungara est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Elle va diriger l'institution pendant un délai de 15 à 30 jours. Les députés ivoiriens réunis en plénière ce jour ont été informés officiellement du décès du président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumarou a tiré sa révérence le 7 mai dernier. Son successeur sera élu le 7 juin prochain. Et ce 9 mai qui marque la victoire sur l'Allemagne nazie est célébré dans tout l'ancien espace soviétique. Ce lundi, le président russe Vladimir Poutine a prononcé son discours du 9 mai. Pour lui, les forces russes combattent en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable venue d'Ukraine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Abidjan, capitale économique ivoirienne, sera pendant près de 2 semaines la capitale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La COP 15 a démarré aujourd'hui. Et c'est parti pour la COP 15 en Côte d'Ivoire. Les travaux se poursuivent jusqu'au 20 mai prochain à Abidjan pour trouver des réponses à l'avancement du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres ou la pollution des sols. La COP 15 a débuté ce matin par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara, entouré de ses pairs, a appelé à agir vite et ensemble pour donner vie à nos terres desséchées. Viviane Aimé. La 15e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui s'est ouverte ce lundi 9 mai ici à Abidjan, a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. La présence de plus d'1 millier de délégués, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé. Il s'agit, pour cette 15e COP, de lancer une alerte au monde sur le niveau alarmant atteint aujourd'hui sur le continent africain par la sécheresse et la dégradation des terres et leurs conséquences dramatiques sur la vie des populations, et susciter une mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Tous les intervenants ont appelé à l'urgence d'une intervention rapide. Les intervenants ont en outre souligné l'impact positif qu'une telle entreprise de restauration pourrait avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, sur la création d'emplois, sur l'élimination du djihadisme et du terrorisme en Afrique, sur l'amélioration des écosystèmes et la réduction des effets nocifs des gaz à effet de serre. Ouvrant les travaux de la COP 15, le président de la République Alassane Ouattara a lancé un vibrant appel à la solidarité internationale pour la mobilisation des ressources, déplorant les promesses non tenues, notamment celles faites par les donateurs, de mettre en place un fonds vert pour le climat d'un montant de 100 milliards de dollars pour la période 2012-2020, le président de la République Alassane Ouattara a soumis à la validation de la COP 15 un plan d'action baptisé l'Initiative d'Abidjan. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres.
En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative que nous lancerons au cours de notre sommet avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Les discours d'ouverture ont fait place à la séance à huis clos des chefs d'État, au cours de laquelle ont été examinés les différents aspects de ce nouveau plan d'action et les situations propres à chaque pays. Voilà, après New Delhi en Inde, en septembre 2021, les pays membres se retrouvent à Abidjan pour la COP 15, la 15e conférence, une rencontre aux enjeux importants. Cette COP 15 est marquée par l'adoption par le chef d'État d'un nouveau plan d'action de lutte contre la sécheresse et la désertification, baptisé l'initiative d'Abidjan. On retrouve Viviane Aimé. Annoncé à l'ouverture de la COP 15 par le président de la République Alassane Ouattara, l'initiative d'Abidjan, plan d'action proposé par le chef de l'État ivoirien, marque une nouvelle approche de la lutte contre la sécheresse et la désertification qui avance sur le continent africain. Il ne s'agit plus de promouvoir un plan de lutte global, mais plutôt de promouvoir, par souci d'efficacité et de rapidité, des solutions spécifiques à chaque pays. Après les discours d'ouverture, les travaux à huis clos conduits par le président de la République lui-même ont permis aux chefs d'État et de gouvernement de s'imprégner de tous les aspects de ce nouveau plan d'action. À l'unanimité, ce nouveau plan d'action baptisé l'initiative d'Abidjan a été adopté. Le président de la République a été désigné par ses pairs pour promouvoir un plaidoyer de ce nouveau plan d'action auprès de la communauté des donateurs. Nous sommes au terme de notre sommet. Je voudrais vous remercier pour les échanges francs, directs et fructueux que nous venons d'avoir. Comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, nos populations attendent beaucoup de nous. Nous ne pouvons pas décevoir leurs espoirs. Il nous faut donc agir vite et de façon collective pour lutter contre la dégradation des terres et redonner vie à nos terres. À cet effet, notre sommet peut légitimement se féliciter de l'adoption de l'appel d'Abidjan, qui constitue un message fort qui devrait inspirer les travaux de la COP 15 et bien au-delà. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à l'initiative d'Abidjan et j'espère pouvoir compter sur les partenaires au développement pour nous accompagner dans sa mise en œuvre. Je vous encourage à vous inspirer de cet instrument et bien évidemment à l'adapter aux spécificités de vos pays respectifs, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de la lutte contre la désertification et de vos politiques de restauration des terres. Je reste persuadé que les partenariats que nos gouvernements vont forger avec le secteur privé, la société civile et les communautés de base nous permettront de consolider les acquis d'un développement durable, soucieux de l'équilibre de notre écosystème et générateur d'emplois et de revenus. Je voudrais une fois de plus saluer nos partenaires techniques et financiers pour leur importante contribution à nos discussions. C'est sur donc ces mots d'espoir et de gratitude que je déclare clos le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le thème « Sécheresse et restauration des terres » dans le cadre de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification. Merci. La COP 15 se veut ainsi le point de départ d'une nouvelle stratégie de lutte. Et l'autre temps fort de cette première journée de la COP 15 à Abidjan est le caucus sur le genre et l'égalité des sexes présidé par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara a fait des propositions pour améliorer les conditions des femmes qui produisent 75% du vivrier en milieu rural. Elle a appelé en présence des autres premières dames et personnalités réunies à une implication des femmes dans la gestion des terres. La première dame ivoirienne a également plaidé auprès des décideurs politiques des Nations Unies et des bailleurs de fonds pour une attention particulière en direction des femmes et des jeunes filles. Nous écoutons la première dame Dominique Ouattara. En ma qualité de femme, de mère, et en raison de mon engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes, je place beaucoup d'espoir dans ce caucus du genre, car nous savons tous comment la désertification appauvrit une nation en détruisant les économies ou comment elle relègue nos enfants dans un avenir sombre et comment, pour des millions de femmes, cela se traduit par un cycle sans fin de pauvreté. Nos sœurs passent des heures à chercher de l'eau, à labourer un sol aride, en plus d'effectuer leurs tâches ménagères habituelles. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. Je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. Et justement, pour évoquer ce caucus sur le genre, nous recevons la ministre Narseneva Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que faut-il entendre par caucus du genre? Alors, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer sur les plateaux de la radio-télévision ivoirienne. Alors, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est à sa 15e édition et la COP 15, notre pays a l'insigne honneur de recevoir plus d'une centaine des représentants des pays du monde. Et à cet effet, on ne pouvait pas ne pas avoir un caucus du genre. Qui signifie une plateforme spéciale des femmes venues de partout dans le monde pour statuer sur le thème qu'ils ont choisi, qui est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Gestion des terres. Cette COP 15, c'est le combat, le thème c'est le combat contre la désertification. La désertification et la sécheresse, qui est souvent la résultante de l'œuvre humaine ou celle aussi du réchauffement climatique. Si vous vous rappelez, en mars, le 8 mars, le thème cette année du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, était l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Alors donc cette plateforme, à travers ce caucus, donne l'opportunité de rassembler des spécialistes, des groupes techniques, des personnalités. Et aujourd'hui, nous avons eu vraiment des personnalités dignes de ce rang, Madame Amina Mohamed, la première dame de la RDC, Madame Tshisekedi. Et ce caucus était sous la présidence de notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Et c'est la 2e édition. Vous avez donc relevé l'une des thématiques abordées à ce caucus. On peut rappeler cette thématique principale? C'est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques? On sait qu'après, vous vous êtes retiré
pour réfléchir? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques abordées lors de cette rencontre? Nous allons avoir une délibération là-dessus dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Le 13 et le 16. D'accord. Qui seront 2 journées attribuées spécialement au genre. D'accord. Est-ce qu'il y a donc des retombées que vous attendez, Madame la ministre? Bien entendu. Nous entendons des retombées. On se dirait pourquoi un caucus des femmes? Un caucus des femmes pour améliorer les conditions des femmes. Parce qu'aujourd'hui, face aux différentes crises que nous vivons, celle de la désertification, de la sécheresse, les premières victimes sont les femmes. Je donnerai un exemple simple dans le cas de la Côte d'Ivoire. Seulement 12% de femmes sont propriétaires de terrains dans le milieu rural, au niveau du foncier, et 80% de la main-d'œuvre dans la production agricole vivrière quotidienne est féminine. Donc, la Côte d'Ivoire a pris... On parle même de 75% des femmes en milieu rural qui interviennent dans le vivrier. On voit donc la place importante de ces femmes. Bien entendu, ces femmes-là sont celles-là même qui évitent une crise alimentaire à notre pays. Elles sont à la tâche au quotidien et elles doivent pouvoir développer une certaine résilience vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, de la désertification, de la sécheresse, pour qu'elles puissent entraîner un nouveau paradigme qui va nous mettre dans une situation de durabilité. Aujourd'hui, nous devons prendre la durabilité en compte, avoir un développement durable. Et les actrices principales de ce développement durable sont les femmes. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, quel message lancez-vous à ces femmes? Pour qui vous plaidez afin qu'elles puissent être associées à la gestion des terres? Alors, je voudrais m'adresser aux femmes de Côte d'Ivoire et leur dire que la Côte d'Ivoire est réellement de retour dans le concert des nations. Ce matin, le Premier ministre a présenté l'initiative d'Abidjan, ou appelée Abidjan Legacy Programme. Et cette initiative est celle de pouvoir restaurer les terres, les forêts dans la décennie qui arrive, pour que, à sa deuxième étape, nous puissions adresser réellement le problème de l'autosuffisance alimentaire, avoir une agriculture florissante pour que le coût de la vie, parce qu'une production massive joue aussi sur le coût de la vie. Mais aujourd'hui, il est temps de sauver la terre en restaurant les forêts, en restaurant les terres pour avoir une meilleure production et laisser un meilleur monde aux générations à venir. Alors, je voudrais vous lancer cet appel. L'appel à laquelle vous avez déjà répondu aujourd'hui à l'ouverture de ce forum, c'est d'être présente, comme vous avez été aujourd'hui, les 13 et le 16 à l'Hôtel Ivoire, à ces 2 forums-là qui vous donneront la parole pour que nous puissions participer au Abidjan Legacy Programme qui a l'intention de mobiliser 500 milliards de nos francs pour pouvoir lutter contre la restauration du sol, la restauration de nos forêts. Donc, lutter contre la déforestation, la désertification. Et à travers ça, établir l'égalité des sexes pour une meilleure autonomisation des femmes et une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre ensemble. Et les femmes ont leur mot à dire. Merci, bien entendu. Madame la ministre Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'être passée nous voir. Merci. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a effectué une visite terrain hier dimanche 8 mai dans la région de la Nawa, précisément à Soubré, où elle est allée s'imprégner des réalités des producteurs dans la cacaoculture. Elle a visité plusieurs sites en rapport avec des thématiques de l'heure, la déforestation, le travail des enfants et la durabilité du cacao. Cette visite s'inscrit bien sûr dans le cadre de la COP 15, nous rapporte Chef Koné. C'est à 7 km de Soubré, dans le champ école de Kwakoukro, que débute le périple des délégations officielles des Nations Unies, conduite par Amina Mohamed, et celle du gouvernement ivoirien chapeauté par le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Sur cette parcelle de 2 hectares, 30 producteurs, dont la moitié est composée de femmes, bénéficient de formations sur les bonnes pratiques agricoles sur une période de 9 mois.
Objectif, leur permettre d'accroître de façon substantielle la productivité des plantations agricoles. Dans un échange à bâton rompu sans langue de bois, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a relevé les attentes des producteurs essentiellement dominés par l'amélioration de leurs conditions de vie, à travers un prix plus rémunérateur de leur production. La délégation a ensuite mis le cap au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, un centre de transit dont de la première dame Dominique Ouattara, qui a pour objectif de contribuer à l'élimination du travail des enfants dans les plantations. Depuis sa création, plus de 400 enfants ont été sortis des champs. En outre, Amina Mohamed et toute la délégation officielle s'est rendue à Grands Atri pour visiter un modèle de plantation agroforestière avant de s'imprégner du mécanisme d'enregistrement des naissances au dispensaire de Yabayo. Après toutes ces visites, la pression est du côté de la communauté internationale. Nous devons être solidaires de la population ivoirienne. Mais comment concrétiser cela ? Cela implique de faire de telle sorte que ce que nous prônons à l'international soit une réalité locale. Nous devons investir plus dans le secteur privé. Nous devons également chercher des investissements dans le domaine du changement climatique, de la transition énergétique, de la transformation de l'agriculture et de l'économie digitale. Le gouvernement ivoirien a inscrit la durabilité et la lutte contre la déforestation dans sa vision stratégique 2030. Il n'a de cesse multiplier les actions, selon le ministre du Plan et du Développement. Nous avons pu regarder tous les efforts qui sont faits par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur la question de la cacaoculture, sur l'accompagnement des paysans pour améliorer leur productivité et leur permettre de libérer les enfants, parce que la place des enfants, c'est à l'école, c'est sur les bancs. Et comment le système des Nations Unies nous aide dans ces problématiques. Et bien sûr, en bout, la Côte d'Ivoire est un pays qui a un niveau de développement comparativement à la sous-région qui a avancé. Mais ensemble, nous avons fait la preuve aujourd'hui que nous avons encore avec le système des Nations Unies quelques problématiques à suivre ensemble malgré notre niveau de développement et vous remercier. Cette visite de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à la veille de l'ouverture de la COP15 à Abidjan met en lumière l'engagement du système des Nations Unies pour le développement à travers plusieurs initiatives. Pour preuve, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM prévoient mettre en œuvre un programme conjoint sur la période 2022, 2025 et 2026 pour la protection de l'enfance. Et la COP15 qui a démarré aujourd'hui se poursuit jusqu'au 20 mai prochain. Justement, une antenne Covid est installée à proximité du site de la COP15, ici à Abidjan. C'est une exigence pour les participants. Ils doivent se faire dépister impérativement et ils seront soumis à cette condition tout au long de la COP15. Et le dépistage a une durée de validité de 24 heures, nous rapporte Grace Kando. Le test de dépistage à Covid, une obligation pour accéder au site de la COP15. Une antenne Covid est installée à proximité. Pour cette première journée officielle du démarrage des tests, un bilan est dressé. Nous avons pu dépister environ 2000 personnes. Ils sont enregistrés par des partenaires sur la plateforme informatique. Ensuite, les collègues de l'Institut d'hygiène publique vont faire les prélèvements. Les échantillons sont acheminés dans le laboratoire. Les agents de l'Institut Pasteur font l'analyse et la mise en ligne et les pétitionnaires reçoivent le résultat sur leur smartphone. Lorsque cela n'est pas fait pour des raisons diverses, on rattrape le coup par le système manuel que nous avons mis en place. Dont les deux systèmes se chevauchent, ça permet d'aller très très vite et aux personnes qui arrivent d'avoir leurs résultats aussi bon via la voie électronique que la voie papier pour pouvoir accéder aux différents sites. 3 000 à 4 000 personnes à dépister par jour, selon les estimations des responsables de l'antenne. Les personnes soumises à cette condition se prononcent. Le service est impeccable, est très rapide. D'ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup. J'ai eu mon résultat en moins de 5 minutes. Vraiment, je suis satisfait. Je suis venue me faire dépister. Ça a été plutôt facile, ça a été assez aisé même. J'ai reçu un message WhatsApp et j'ai cliqué sur un lien pour pouvoir accéder à mes résultats. La continuité du service est assurée. Elle s'étend sur d'autres lieux. Il y a une équipe qui est positionnée à l'aéroport qui reçoit déjà les personnes qui arrivent. Le soir, il y a des équipes qui vont sillonner les principaux hôtels de la ville où les personnes sont
logés pour faire les tests. Et ceux qui n'auront pas pu être dépistés dans ces deux mécanismes seront reçus ici demain matin par d'autres personnes. Mais les différents responsables sont sur pied quasiment 24 heures sur 24 pour permettre le bon déroulement de toutes ces activités-là. C'est une grosse logistique qui a été mise en place. À terme, ce sont 48 000 personnes qui seront dépistées selon la commission santé de la COP 15. Et la lutte contre la déforestation est aussi évoquée à cette COP 15. Et justement, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, prend part à cette COP. Il a visité la SODEFOR, Société de développement et des forêts. Une visite d'imprégnation et d'échange, mais aussi de mise en mission pour la valorisation de notre espace forestier qui est fortement dégradé. L'autorité de tutelle face aux opérateurs du secteur, des agents et du conseil d'administration a décliné sa vision. Franck Kouadio. Société de développement des forêts SODEFOR. Au moment où s'ébauche la COP 15 à Abidjan, le ministre Tchagba Laurent multiplie les rencontres avec les structures sous tutelle. Ici, le décor est planté par le directeur général. La SODEFOR de 1999 à 2011 a connu un certain ralentissement dû à la crise, ce qui n'a pas empêché la structure d'atteindre quelques objectifs. La SODEFOR capitalise, entre autres, plus de 220 000 hectares de reboisement, toutes essences confondues. Plus de 60 000 hectares de parcelles agroforestières, plus de 2,5 millions d'hectares dotés de plans d'aménagement, soit 61% de la surface totale des forêts classées. N'empêche, la forêt ivoirienne est toujours aussi menacée, avec seulement 3 millions d'hectares de couverts. Malgré ces résultats édifiants, des difficultés majeures demeurent, notamment l'appauvrissement et l'état de dégradation avancée des forêts classées, du fait essentiellement de la pression continue des populations paysannes, aggravée par les flux migratoires incontrôlés et l'avènement d'un nouveau fléau que constitue l'orpaillage clandestin. Il y a aussi l'insuffisance des ressources financières pour assurer le relèvement du niveau des activités de protection et de reboisement. Redonner de la couleur à notre forêt, l'ambition partagée par le ministre Tchagba Laurent nouvellement nommé, et cela sonne comme un défi. Et notre stratégie, c'est de faire en sorte que, à l'horizon 2025-2030, nous puissions atteindre un couvert végétal de 20%, c'est-à-dire environ 6 millions d'hectares de forêt. Ça veut dire qu'on va doubler ce que nous avons actuellement. Et pour cela, il y a des stratégies qui ont été déjà développées et mon prédécesseur a fait un travail formidable en la matière et là je viens pour continuer. Après les syndicats et la SODEFOR, le ministre Tchagba Laurent entend multiplier ses rencontres avec ses collaborateurs pour la réalisation de cet objectif commun, 6 millions d'hectares de forêt à reconquérir de 2025 à 2030. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette première journée de la COP 15, la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la déforestation, la désertification, la sécheresse qui a ouvert donc ses portes aujourd'hui, lundi 9 mai, par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, se poursuit jusqu'au 20 mai prochain. En raison de la survenue du coronavirus en 2020, les éditions du Hajj de 2020 et de 2021 n'ont pu se tenir pour les pèlerins non résidents en Arabie Saoudite. Les candidats du Hajj en Côte d'Ivoire, eux non plus, n'avaient pu accomplir le 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, très bonne nouvelle pour la communauté musulmane puisque l'édition 2022 du Hajj aura bel et bien lieu. C'est ce qui ressort du point presse organisé aujourd'hui par le directeur général des cultes Bamba Messamba. Dans l'actualité nationale également, la députée Aminata Toungara est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Elle va diriger l'institution pendant un délai de 15 à 30 jours. Les députés ivoiriens réunis en plénière ce jour ont été informés officiellement du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a tiré sa révérence le 7 mai dernier et son successeur sera élu le 7 juin prochain. Konaté Moussa. Aminata Toungara, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Annonce faite suite à la réunion du bureau de l'institution parlementaire tenue ce lundi, 2 jours après le décès du président Amadou Soumaoro. L'article 3 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, notamment par décès, ce qui est le cas en ce moment,
ouvre droit à la désignation d'un vice-président qui assure l'intérim du président défunt. Cet intérim, nous dit toujours le règlement, est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant. Une liste donc des vice-présidents classés par ordre de naissance nous a permis de désigner Mme Aminata Tunkara comme présidente intérimaire de l'Assemblée nationale. La question se posera de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas le vice-président Diawara Mamadou, doyen d'âge, donc plus âgé, mais c'est parce que, comme a dit le règlement, à défaut du plus âgé, c'est le suivant. Et le président Diawara n'est pas sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire en ce moment. Une désignation conformément au règlement en vigueur. Une nouvelle élection sera donc organisée pour désigner le futur président de l'Assemblée nationale. La date du mardi 24 mai est-elle fixée comme date butoir de réception des candidatures? Et la date du mardi 7 juin est fixée pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale perd son président élu le 7 mars 2019. Les députés retiennent de l'illustre personnalité, fidélité et combativité. Il était très engagé depuis le Front républicain à l'époque jusqu'à la venue de son parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui s'est fait remarquer par un engagement fort et je dirais que c'était quelqu'un d'entier. C'est un homme de conviction, c'est un homme de devoir et c'est un homme de confiance. Et c'est un combattant, un vrai. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des missions de l'APF à l'international, le président Amadou Soumaoro était un président combatif qui ne voulait que des résultats. C'est un homme rigoureux, un homme qui aimait le travail et qui voulait absolument que tout ce qui s'engage là, que ça aille jusqu'au bout. Une cérémonie d'hommage de la nation à Amadou Soumaoro se tiendra le mardi 10 mai à l'Assemblée nationale. La levée de corps aura lieu le mercredi 11 mai à la mosquée de la Riviera Golf. L'enterrement est prévu le vendredi 13 mai à Séguéla, sa ville natale. Amadou Soumaoro a donc définitivement quitté le perchoir, une perte pour sa famille biologique et politique. Au nom du RHDP, le porte-parole Kobena Kwasi Adjumani a lu une déclaration. On l'écoute au micro de Michel Digri. Le RHDP, notre grand parti, vient de perdre l'un de ses fils les plus illustres. Le président Amadou Soumaoro était d'abord un compagnon fidèle et loyal de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, président du parti. Homme politique aguerri, modèle achevé de dévouement, Amadou Soumaoro a été de tous les combats des heures de braise de 1993 à la victoire de la démocratie en 2011. Il a porté haut l'image de l'institution parlementaire. Il a été pour les militantes et les militants du parti un modèle d'abnégation, de détermination dans la défense des idéaux du parti. Cette perte plonge de nouveau le RHDP dans une difficile épreuve. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le RHDP exprime sa compassion et ses condoléances les plus attristées à son Excellence M. Alassane Ouattara et à Mme Dominique Ouattara, pour qui, plus qu'un compagnon de lutte politique, Amadou Soumaoro était un frère, un membre à part entière de la famille. Le RHDP adresse son réconfort à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Soumaoro, ainsi qu'à l'ensemble des ressortissants du grand district du Woroba, pour qui Amadou Soumaoro était le référent. Voilà, c'était la déclaration du RHDP élue pour vous par Kobena Kwasi Adjumani. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2022 ont débuté ce lundi 9 mai sur toute l'étendue du territoire. Le reportage est signé Evelyne Yoboué Didier Nguessan. Il est 9h30 au lycée Sainte-Marie de Cocody, l'un des centres d'examen des épreuves physiques et sportives dédiés aux filles.
Ici, les candidates sont évaluées en gymnastique, au lancer de poids, à la course de vitesse, au saut en hauteur, en longueur ou au triple saut. J'aime le sport d'abord parce qu'en faisant le sport, ça me motive moi-même, ça me met en pleine forme. Voilà. Et puis bon, il y a ma note aussi qui est en jeu. Je suis déjà passée à la vitesse. Je pense qu'elle était à la hauteur. Le lycée Sainte-Marie a enregistré 574 candidates ce jour. Les enfants, quand ils arrivent, on les regroupe d'abord. On vérifie s'ils ont leur pièce d'identité, s'ils ont leur convocation. Ensuite, quand tout le monde est rassemblé, on voit si toutes les écoles sont présentes. Au lycée classique de Cocody, 479 candidats ont répondu présents. Pour moi, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance. Le lycée nous a bien accueillis. Pour le moment, il n'y a pas de trouble. Ils se sont préparés dans les établissements, ils sont venus. Depuis ce matin, ça se déroule bien. On a eu un peu d'empêchement par rapport à la pluie qui a occasionné des désagréments. Mais là, au niveau des 10 heures, voilà, au niveau des 10 heures, ça va déjà. On a bien commencé. On va essayer, on va terminer tous ceux qui sont là. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat se poursuivent jusqu'au 20 juin. Les épreuves orales se dérouleront du 28 juin au 1er juillet, suivies des écrits du 4 au 8 juillet 2022. Et Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a été reçu en audience à Abuja, au Nigeria, par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Les deux responsables d'institutions ont échangé sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. En raison des nouveaux enjeux socio-économiques auxquels la sous-région est confrontée, les deux personnalités ont signé un mémorandum d'accord pour booster la coopération entre les deux institutions. Et nous sommes le 9 mai aujourd'hui, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, célébrée dans tout l'ancien espace soviétique. Sur la place rouge ce lundi, le président russe Vladimir Poutine a prononcé son traditionnel discours du 9 mai. Il a souligné que les forces russes combattaient en Ukraine pour défendre la patrie, son avenir face à la menace inacceptable que représente son voisin, l'Ukraine, soutenue par l'Occident, les États-Unis, l'OTAN. Il qualifie l'offensive en Ukraine de riposte préventive. Pour le chef du Kremlin, le devoir de la Russie est d'éviter une nouvelle guerre après celle de 1945, où près de 27 millions de citoyens de l'ancien URSS ont perdu la vie. Son allocution a été suivie de la traditionnelle parade militaire sur la place rouge. Et on va terminer par ce communiqué du protocole d'État, communiqué relatif aux obsèques de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale qui aura lieu le mardi 10 mai 2022 à partir de 16h sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ce sont M. le vice-président de la République, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 5 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration
et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, mesdames et messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNRCI, Humanisme, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, 10 représentants des organisations de la société civile, 10 représentants des mouvements et organisations de jeunesse. La mise en place sur l'esplanade de l'Assemblée nationale débutera à 12h30 et prendra fin à 14h, horaire de rigueur. C'était le communiqué du protocole d'État lu pour vous par Abou Sanogo, communiqué relatif à l'hommage à la nation au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier. Point final de ce 20h. À demain, avec le même plaisir et à la même.